Bonsoir à tous. Je suis très contente d'être là ce soir pour vous parler un petit peu de mon travail et en particulier de ce livre Opéra Negra, qui est la raison pour laquelle je suis en résidence ce mois-ci. En fait, c'est à la fois une biographie et une bande dessinée, ce qui sont de genres qui, disons, ont mis du temps à avoir leur place dans beaucoup de milieux. Et pour cette raison, je suis contente d'être là aussi en tant qu'autrice de bande dessinée parce que jusqu'ici, je fais surtout des résidences dans des cadres où soit c'est des résidences avec le milieu de la bande dessinée ou alors souvent des résidences plutôt en lien avec d'autres arts plastiques. Et c'est très enrichissant d'être dans le cadre de cette résidence avec d'autres pratiques d'écriture et en dialogue avec d'autres auteurs ici ce mois-ci. Donc, Opéra Negra, c'est la biographie d'une chanteuse qui s'appelle Maria d'Aparecida et que j'avais écrit en fait au départ en français, mais c'est une histoire qui est entre la France et le Brésil puisque c'est une chanteuse brésilienne mais qui a fait carrière en France, qui a fait en fait l'intégralité de sa carrière en France en tant que chanteuse lyrique et en tant que chanteuse de musique populaire. Donc en fait, dès le début de l'écriture du livre, j'avais cette volonté qu'il existe en France et qu'il existe aussi au Brésil. Donc j'ai commencé à écrire en français parce que la documentation que j'avais, c'était des éléments qui étaient en français et aussi parce que il se trouve que là, je fais d'autres projets que j'écris aussi en français, donc manifestement, c'est une langue dans laquelle j'ai plus de confort pour écrire. Mais donc voilà, je voulais vraiment qu'il existe dans les deux langues, donc c'était important d'avoir ce temps de résidence qui est un temps assez long, puisqu'il ne suffit pas de faire la traduction, mais il faut vraiment la calligraphier et l'adapter graphiquement à une autre version. Donc l'histoire de la genèse de ce livre, en fait, ça commence à partir de l'année 2017, qui est l'année de la mort de Maria d'Aparecida. Et l'histoire, en fait, elle démarre pas à travers moi, mais à travers ma mère, puisque au moment de la mort de cette chanteuse, il va y avoir une annonce qui circule dans les réseaux sociaux, qui vient de l'ambassade du Brésil, et qui est une annonce qui est un appel à connaissance, en fait, puisque Maria, quand elle meurt, elle est complètement isolée, et donc l'ambassade cherche des proches de cette femme pour pouvoir simplement l'enterrer, savoir qui la connaît, si elle a de la famille, des proches, etc. Cette annonce-là, elle va tomber sur le fil de ma mère, qui est donc une Brésilienne qui est installée en France depuis, je crois que je dis plus de 30 ans, mais en fait, je pense que ça fait maintenant 40 ans, et qui est au départ simplement intriguée du fait de ne pas connaître cette femme, et qui va puisque donc Maria est morte à Paris, et elle va faire quelques recherches vraiment dans le but d'essayer de faire un enterrement, tout simplement. Et en fait, elle fait quelques recherches, elle va trouver beaucoup de choses. Donc ça, c'est la matière... il y a des images, des photos. En fait, elle va se rendre compte que cette femme, elle a eu... déjà, elle a croisé le parcours de beaucoup de personnes très connues en France et au Brésil. Donc là, on voit, elle a des médailles, des prix, etc. Qu'elle a eu vraiment des tournées internationales, qu'elle a aussi une discographie assez impressionnante, en fait, parce qu'elle a une carrière lyrique, mais ensuite, elle va aussi avoir donc une carrière avec la musique populaire brésilienne, et elle va faire partie
des personnes qui introduisent la musique brésilienne en France. Et elle va faire partie aussi des personnes qui sélectionnent un certain type de musique brésilienne, puisque c'est à un moment donné en France, il y a une partie de la musique brésilienne qui est découverte par le public français. Et en fait, donc il y a une première phase où ces recherches-là mènent à effectivement réussir à faire un enterrement, sachant que le but était de la faire sortir de la... Elle était à l'Institut médico-légal, elle y restait pendant quasiment 3 mois sans que personne ne fasse rien. Et le représentant légal de cette femme, c'est l'État brésilien, puisqu'elle n'a pas de descendance et il n'y a pas eu de testament. Donc c'était à lui, à travers l'ambassade ou le consulat, de démarcher. Il n'y a pas vraiment eu de réaction. C'est donc ma mère qui a créé une association, qui a réussi à rassembler quelques personnes. Et on a une première étape qui est simplement l'enterrement. Et donc en fait là, on a quasiment le cortège complet, puisque à gauche c'est ma mère. La personne qui est à droite, c'est mon père. On va avoir la personne qui est accroupie, qui est Amy, la femme de chambre de Maria, enfin la personne qui s'occupait d'elle pendant les dernières années de sa vie, parce qu'elle était vraiment un peu cloîtrée chez elle et elle avait plus de relations pratiquement qu'avec cette femme. Il y a son mari derrière et puis il y avait deux anciennes proches de Maria que ma mère, à ce stade-là, avait réussi à retrouver. Et d'ailleurs, on voit que la tombe de Maria, c'est pas celle... où est affilié mon père, c'est l'espace en fait qui est devant, puisqu'il n'y a même pas de croix en fait, c'est vraiment juste, ils ont réussi à avoir un espace dans le cimetière. Et elle va continuer pendant 2 ans en parallèle de son travail, donc je parle de ma mère, elle est documentaliste en bibliothèque et elle est chercheuse en sciences de l'information, donc elle a déjà fait des travaux comme ça de recherche, et là pendant 2 ans, elle va rassembler beaucoup d'éléments et elle va en faire un livre. Et donc à ce moment-là, c'est là que j'interviens dans l'histoire, parce que jusque-là, je ne m'intéresse pas vraiment. Enfin, je la vois agir, mais je ne m'intéresse pas de près à toute cette histoire-là. Et elle va me demander de faire un visuel, une vidéo même, pour le lancement de ce livre. Moi, à ce moment-là, je ne fais pas de bande dessinée. Je fais du dessin en direct pour le théâtre, je fais de la fabrication à grande échelle en tant qu'architecte, et j'ai une pratique de dessin. Donc je vais commencer à lire ce livre, à faire ce petit élément qui avait pour but en fait de promouvoir le livre, et le livre avait pour but finalement d'essayer d'atteindre des gens pour qu'ils se mobilisent pour cette femme, pour à la fois avoir un réel enterrement dans l'endroit où elle voulait qu'il soit, et puis également pour essayer de récupérer ses archives, etc., de faire des démarches. C'est là que naît l'envie de faire le livre, puisque à la fois c'était assez frustrant de faire ce travail d'animation pour quelque chose qui en fait n'était pas un objet fini pour moi, mais qui ne prétendait pas l'être, puisqu'il avait vraiment ce but de valorisation d'une histoire, mais qui appelait vraiment à être investi. C'est pas du tout un roman, c'est vraiment un ensemble très fourni, mais incomplet, puisqu'il manque des éléments de l'histoire d'une femme. Donc il y avait cet aspect-là qui m'interpellait, et puis aussi en fait la démarche de ma mère me touchait, en fait, le fait qu'elle ait passé tant de temps à chercher l'histoire de cette femme, aussi les raisons qui la poussaient, elle, à s'intéresser à ce personnage, et moi les similarités que je voyais entre le parcours d'elle et de Maria. Et puis ces questions-là, puisque étant donné que Maria elle a vraiment fait toute sa carrière en France,
C'est cette dualité entre la France et le Brésil qui résonnait aussi pour moi, pour d'autres raisons. Donc l'histoire de Maria, quelle histoire de Maria? Je vous raconte rapidement cette histoire, comme ça va me permettre de vous montrer aussi quelques images de l'album, puisqu'il s'agit quand même de bande dessinée. Donc, à partir des informations que j'avais à ce moment-là. La mère de Maria s'appelle Dulcinée, pardon. C'est une femme de ménage dans une famille bourgeoise de São Paulo. Elle va en fait tomber enceinte dans cette famille bourgeoise. On est en 1928. Elle tombe enceinte. Il se trouve que l'enfant est le fils présumé du fils de la maison ou du père, on ne sait pas trop. On sait en tout cas que cette famille-là ne voulait plus l'avoir sous son toit à ce moment-là et l'envoie dans une famille dans une autre ville à Rio de Janeiro, où Maria va naître, donc une famille bourgeoise aussi, où il y a d'autres employés de maison et où la mère de Maria est cuisinière. Donc elle naît dans cette famille-là à Rio, et quand Maria a 8 ans, sa mère contracte la tuberculose et meurt, ce qui fait que Maria va être orpheline à ce moment-là, et la famille dans laquelle elle était accueillie décide de garder l'enfant, donc de ne pas la placer en orphelinat et de l'éduquer comme si c'était une de leurs enfants, dans le sens où elle va avoir des cours de chant, des cours de danse, des cours de français, et elle va grandir donc dans cette famille-là à Rio dans les années 30-40. Et puis rapidement, elle est au départ institutrice, elle prend des cours de chant, elle fait de la radio, et elle va rapidement vouloir faire une carrière de chant lyrique. Elle commence à avoir un certain succès, en fait, au Brésil, mais surtout, elle fait un premier concours en Italie où elle gagne un prix, où elle prend de l'assurance, et donc elle commence à faire des auditions au Brésil. Et malgré la qualité de son travail, on va toujours lui renvoyer le fait qu'elle est noire et que donc elle ne peut pas chanter de l'opéra. Donc elle va embarquer pour l'Europe avec un compositeur de musique classique du nord du Brésil qui s'appelle Valdemar Henrique, et elle va faire une première tournée avec lui et avec son répertoire en Europe, et elle va décider de rester en France, de s'installer en France où elle s'inscrit au conservatoire, elle commence à avoir une carrière qui s'affirme jusqu'à avoir des rôles de plus en plus grands. Au bout de 5 ans où elle est en France, l'Opéra de Paris l'appelle pour qu'elle rejoigne la troupe de l'Opéra de Paris, et donc elle va commencer une tournée en tant que Carmen avec l'Opéra de Paris. Donc cette carrière-là, elle va avoir une dizaine d'années comme ça où elle tourne en France. En fait, elle va retourner aussi au Brésil, elle va chanter dans les endroits où on lui avait refusé l'accès, mais parce qu'elle vient avec la troupe de l'Opéra de Paris. Et ensuite avec d'autres troupes. Elle a ensuite un accident qui va lui laisser des séquelles, et à la suite duquel c'est donc un accident de voiture, et à la suite de cet accident, elle ne va plus, elle met quelques années à se remettre, et lorsqu'elle reprend son travail de chant, alors il y a plusieurs raisons, mais la première raison, c'est que physiquement, elle n'est plus capable de faire un opéra entier. Et en fait, elle saisit cette occasion aussi pour changer de répertoire, ce qui est assez rare. Elle va en fait contacter ses amis brésiliens, surtout les amis, donc les personnes qui sont exilées, puisqu'il y en a beaucoup à ce moment-là en France. Et elle va commencer à enregistrer des musiques de musique populaire brésilienne.
avec un premier album avec Baden-Powell, et puis ensuite toute une série d'albums où elle va reprendre des grands classiques de bossa nova, de samba, de choro, et des répertoires très très variés. Elle va enregistrer beaucoup de disques à ce moment-là. Et ensuite, sa carrière, pareil, dure aussi une dizaine d'années. Et ensuite, sur la fin de sa vie, en fait, elle va s'isoler progressivement jusqu'à couper les ponts avec l'ensemble de ses proches, de sa famille, etc. Il y a aussi évidemment beaucoup de personnes qui meurent, mais les personnes qui restent et qui tentent de l'approcher se voient fermer l'accès à elle. Et voilà. Ensuite, on arrive au moment où elle décède seule à Paris. Donc ça, c'est un déroulé chronologique, en fait, puisque c'est le déroulé que j'ai pu faire à partir de la documentation que j'avais. Et en fait, cette documentation, elle concerne surtout sa carrière professionnelle, parce que ce qui se passe, c'est que quand Maria meurt, elle est en difficulté financière sur la fin de sa vie, donc elle va vendre son appartement en viager. Et au moment où elle meurt, les personnes qui ont acheté son appartement vont mettre l'ensemble de ses biens dans un garde-meuble, et ce garde-meuble-là, on n'a jamais pu avoir accès à ce qu'il y avait à l'intérieur. Ce qui veut dire qu'on sait qu'elle avait un journal, qu'elle avait des correspondances, et en tout cas qu'il y avait une série de documents où elle parlait à la première personne, en fait, où elle se livrait, enfin, on imagine. Tous ces éléments-là, on n'a jamais eu accès, on a simplement accès à des documents de tierces personnes qui concernent surtout sa carrière professionnelle. Et on a aussi beaucoup d'éléments contradictoires, et donc des grandes périodes où on a une absence d'information. Et ça faisait que moi, ça me faisait un personnage qui était extrêmement distant, en fait, et donc il y avait plusieurs choses. À la fois, il y avait une réelle distance entre ce personnage et moi, du fait de plusieurs générations qui nous séparaient, le fait qu'elle était noire, le fait qu'elle avait eu un parcours de vie très différent du mien. Et d'autre part, je me rendais compte au fur et à mesure que tous ces éléments, ces contradictions, on sait qu'elle a au moment de son arrivée en France, ou en tout cas dans ces eaux-là, elle va mentir de 10 ans, par exemple, sur son année de naissance. Ce qui fait qu'on pense qu'elle est déclarée morte à 80, je ne sais plus combien d'années. En fait, elle en avait 90. Et donc ça, pareil, ça brouille beaucoup de pistes. Et en fait, je me rends compte au fur et à mesure qu'elle aussi, elle joue en fait de ces confusions, et elle va créer beaucoup de mystères autour de sa personne à elle. Et je trouvais que c'était intéressant, et j'avais pas non plus envie de casser ce mystère qu'elle avait elle-même créé autour d'elle. Donc tout ça pour vous dire que l'album que j'écris, il raconte donc l'histoire de Maria dans les grandes lignes, bien sûr, je ne vous ai pas tout raconté, qui sont les parties, les pages qui sont en couleur. Et donc je raconte l'histoire parallèle qui est en fait l'histoire qui est mon lien entre Maria, enfin l'histoire qui me permet moi d'entrer dans le parcours de Maria, qui est l'histoire de la quête de ma mère, et qui est aussi un espace dans lequel je peux formuler les questions que je me pose, des hypothèses, et qui démystifie aussi un peu cette histoire-là, parce que effectivement, c'est l'histoire d'une personne qui a un parcours de réussite, qui est ensuite oubliée, injustement oubliée, mais on se rend compte qu'en fait,
c'est presque... elle est vraiment dans la fabrication de cet oubli, et c'est presque... en fait, si ma mère n'avait pas mis le pied dans l'engrenage, c'est qu'elle avait fabriqué presque parfaitement cette disparition. Et de manière assez élégante, en fait, avant qu'on s'intéresse à elle. Donc, il y a une autre raison qui me poussait à m'intéresser à l'histoire de cette femme à travers la bande dessinée, puisque les premières envies que j'ai eues, c'est vraiment des envies graphiques, parce que c'est une histoire qui, moi, me donnait beaucoup d'envie de dessin, de composition, d'images de lieux qui m'intéressaient. C'est qu'il y a Maria, elle a un rapport très fort, en fait, à l'image. Les documents qu'on avait d'elle étaient très chargés graphiquement. Donc, son compagnon est le peintre Félix Labis, qui donc va la représenter on a répertorié une quinzaine de tableaux qui représentent Maria. Elle est peinte par lui, mais elle est peinte aussi par d'autres artistes, dessinés, peintes. Et donc ça va être une matière importante pour la fabrication de ce personnage. Et cette image-là, en fait, les images que je vais avoir d'elle, il me posait beaucoup de questions. Ça va être très explicite. Une des premières questions est celle de l'exotisme. Donc là, on a... En fait, ça c'est en 1964, sachant qu'en fait, à ce moment-là, Maria, c'est une chanteuse d'opéra. Donc en 65, c'est l'année où elle fait la tournée avec l'Opéra de Paris. Donc en fait, on a... Maria est chanteuse d'opéra à ce moment-là. Et donc, elle va... Donc à gauche, on a une couverture de magazine français. Et à droite, c'est une couverture de magazine brésilien. Donc, alors, je ne sais pas si vous arrivez à lire. Je m'excuse pour la qualité des images qui sont toutes un peu pixelisées. Mais il y a écrit Maria d'Aparecida en costume folklorique brésilien. Donc, évidemment, ce costume... personne sort en ville avec ce costume. On a en fait ce chapeau. Ce chapeau, je ne sais pas si vous avez la référence, mais c'est Carmen Miranda, qui est c'est un imaginaire vestimentaire qui est créé à ce moment-là aux États-Unis. Donc Carmen Miranda, c'est une chanteuse brésilienne qui fait carrière aux États-Unis et qui va, pour une chanson, tourner un clip où elle est au milieu des séries de fruits, d'une série de marqueurs exotiques qui font que, à ce moment-là, on se construit cette image du Brésil qui transite en fait qui transite par les États-Unis. Et par contre, effectivement, le collier, le t-shirt, ce sont des éléments qui sont utilisés par les Bahianaises, qui sont donc c'est une région, mais c'est aussi comme ça qu'on désigne les femmes de religion afro-brésilienne, donc du candomblé. Sachant que Maria est éduquée dans une famille bourgeoise blanche et que donc elle n'a pas du tout, elle n'amène pas ces références avec elle. Et à gauche, on a la manière avec laquelle la presse brésilienne la considère, sachant que c'est une ressortissante brésilienne qui fait succès en Europe. Donc on a notre étoile brésilienne qui brille à Paris. Ça, c'était simplement justement pour vous parler de cette dualité. Alors ces deux albums, c'est le même album, mais on a une couverture à gauche
où on a écrit, je ne sais pas quelle édition est venue après, enfin, je ne sais pas à quelle différence publique c'était destiné, mais je sais que le CD qu'il contient est le même. Et donc on a à droite l'orthographe américaine, en fait, et au Brésil, on parle du Brasil com Z pour parler de cette culture d'export, en fait, qui est une représentation du Brésil qui est fabriquée à l'extérieur. Voilà, ça c'est 3 tableaux que Félix Labis, qui sont tous les 3 de Félix Labis, qui représentent Maria. Donc, alors il y en a beaucoup plus. En fait, souvent, le type de représentation qu'il va y avoir sur beaucoup de tableaux, c'est en fait le tableau de gauche, où, alors déjà, elle est peinte en bleu, et ensuite, il fait énormément référence. Donc là, ce tableau s'appelle La fille de Yemanja. Yemanja, donc une divinité du candomblé, avec ce collier aussi qui a la figa, qui est une amulette en lien avec ces croyances-là, qui sont des données qui lui arrivent à travers Félix Labis, en fait. Enfin, pas simplement, mais en tout cas qu'elle n'amenait pas avec elle au départ. Et ça, en fait, ça me posait question à la fois sur ces histoires de représentation de la brésilienne et de la femme noire que Félix projetait sur elle, mais encore une fois, pas seulement lui, et la manière aussi avec laquelle elle finalement, elle crée ces personnes, enfin, elle est aussi active dans la fabrication de ces personnages. C'est quelque chose avec lesquels elle va dialoguer, elle va échanger. En fait, elle va aussi être... il y avait aussi un élément qui me gênait, qui était celui du fait que c'était une muse. Donc là, je vous montre les tableaux de peinture, mais c'est pas seulement les peintres qui s'intéressent à elle. Il va aussi y avoir des écrivains, des compositeurs qui lui écrivent des chansons. Il y a Carlos Gilmont qui lui écrit un poème. Il y a Jorge Amado qui écrit un poème également. Enfin, et moi, en tant que personne qui a étudié l'art, on est beaucoup confronté à des personnages féminins qui sont des muses dans tout le sens passif que ça implique, et avec des artistes masculins qui vont projeter des choses à travers ce personnage féminin. Et du coup, c'était difficile pour moi de réfléchir à comment représenter ça sans reprendre simplement les tableaux, mais aussi essayer de montrer en tout cas plutôt ce qu'il y a autour du tableau, et aussi d'accentuer le fait que, par exemple, on sait que ces couleurs-là, j'ai repris, c'est le seul tableau que j'ai repris, en fait, qui est celui-ci, qui est sur la droite, qui s'appelle Maria d'Aparecida. En fait, on sait que c'est Maria qui a eu cette idée-là de la couleur bleue, que Félix disait qu'il était difficile pour lui de peindre la carnation de Maria, qui est donc une femme métisse, et qu'elle lui a répondu au départ par provocation: peins-moi en bleu, on verra bien que je ne suis pas blanche, et qu'il a effectivement mis cette consigne à exécution. Et en fait, Félix Labis, il est connu pas seulement, mais en partie pour les femmes bleues qu'il peint, qui sont donc les femmes noires qu'il peint en bleu. Et donc, il y a vraiment un aller-retour au niveau de l'image. Et aussi, ça, c'est sur la gauche, c'est un tableau qu'elle va couper les seins et la figa, mais elle va utiliser la partie haute pour un de ses albums. Et le tableau aussi
Donc Maria d'Aparecida, c'est celui qu'elle va utiliser quasiment systématiquement pour ses apparitions à l'opéra. Alors que la plupart des autres chanteurs ont des photos, elle aura toujours ce tableau bleu qui la représente. Ben voilà, je crois que c'était plus ou moins ce que je voulais vous raconter. Pardon. Oui. Ah mince. Ah, oui. Oui, bah. Exactement. En fait, donc Maria d'Aparecida, Maria d'Aparecida, c'est un prénom. C'est-à-dire que d'Aparecida, c'est comme Marie-Christine, c'est pas un nom de famille. Elle va utiliser ce prénom-là. Elle va en fait supprimer son nom de famille, de son identité quand elle arrive en France, et elle utilise simplement Maria d'Aparecida. Et je trouve que c'est un clin d'œil assez fort parce que c'est comme si donc sa paternité qui est inconnue, qui reste inconnue jusqu'au bout, en fait c'est vraiment l'État brésilien qui est effectivement son représentant légal aujourd'hui et dont on attend toujours l'action et la reconnaissance et la movimentation pour accéder à ces archives, etc. Ça reste quelque chose, une histoire qui est ouverte et non résolue. Donc Maria d'Aparecida, c'est la sainte patronne du Brésil, qui est une vierge, qui est une Maria noire. Donc je ne pourrais pas vous dire grand-chose de plus, mais peut-être que monsieur pourrait nous raconter. Que signifie Aparecida ? C'est l'apparition. Maria de l'apparition. C'est ça. Je ne sais pas si vous voulez réagir sur ce que je vous ai raconté ou si vous avez des questions concernant. Oui. Je trouve très touchant parce que c'est comme si on ressuscitait cette femme qui est pratiquement inconnue. Enfin, moi, je ne la connaissais pas et beaucoup de monde ne la connaissait pas. Et c'est un bel hommage, je trouve, oui, c'est comme lui redonner vie, en fait. Et c'est un acte magnifique. Voilà ce que je ressens. Elle est très belle. Une belle femme. Oui, bah, effectivement, c'est pour ça que je voulais vous montrer cette vidéo parce que c'est juste un extrait, mais on voit effectivement qu'elle avait une certaine présence. Ouais. Et puis, moi, petite chose, dans sa vieillesse, est-ce qu'elle a mal vécu est-ce qu'elle a mal vécu sa vieillesse est-ce qu'on a des images aussi d'elle plus âgée ou quelques-unes, peu. Bah, on peut que faire des suppositions. Moi, je ne sais pas si elle l'a mal vécu. En tout cas, je pense qu'à un moment donné, elle a plus voulu être exposée et ensuite plus voulu non plus être en interaction avec d'autres personnes. Il y a plusieurs, on peut imaginer plusieurs choses. C'était une personne qui était très religieuse aussi, donc peut-être que c'était aussi une démarche spirituelle. C'est... Donc en fait, tu as travaillé à partir essentiellement des articles de presse. En réalité, c'était plutôt son image publique. En fait, c'est ce qui t'a donné l'information pour pouvoir faire le travail que toi tu as réalisé. C'est à partir effectivement d'éléments, donc d'articles de presse, d'interviews aussi, mais même si elles sont assez rares. Et puis, comme la personne qui a fait ces recherches, c'est ma mère, elle a aussi réussi à retrouver des personnes qui n'étaient pas les personnes les plus proches de Maria, mais qui étaient quand même des personnes qu'il avait connues. Et il y a certaines... Donc j'ai en grande partie travaillé avec ces sources, donc articles de presse, etc. Et puis, ponctuellement, j'ai aussi, moi, rencontré certaines personnes que ma mère avait déjà rencontrées, mais pour avoir aussi accès à une parole un peu différente. Mais oui. En tout cas, les images donnent très envie de se plonger dans la lecture de ce roman graphique.
Mais aujourd'hui, la situation des archives, donc elle avait cet appartement qu'elle a donc, dû vendre en Berger. Donc les archives ont été conservées en fait dans un garde-meuble. C'est ça. Et en fait, les personnes en fait, qui ont rangé ces archives n'auraient pas, elles, la possibilité de les ouvrir parce qu'il y a aujourd'hui en fait l'État brésilien en fait, qui... c'est la situation. C'est plus mesquin que ça. En fait, ce garde-meuble-là, c'est une location. Donc il y a un loyer qui est payé chaque mois depuis 2017. Et chaque mois, ce loyer augmente. Et donc les seules personnes qui légalement ont le droit d'intervenir, c'est l'État brésilien à travers le consulat ou l'ambassade. Et ils ne le font pas. Et aujourd'hui, ils sont réticents à le faire puisque ça implique une somme à débourser. Donc là, à ce moment-là, aujourd'hui, on est dans ce moment-là où il y a ce blocage judiciaire et cette paresse cette inaction de l'État brésilien. Ouais. Si effectivement, je pense qu'au moment où ce livre-là, il a une raison d'être à cette phase-là de cette histoire-là, parce qu'il y a ces silences-là et parce que je parle de ce que j'ai trouvé dans ces silences. Si effectivement on a une autre partie de l'histoire, je ne sais pas je sais pas si c'est une bande dessinée ou je ne sais pas si l'histoire se suffira d'elle-même aussi. Mais oui, on ne sait pas tout. Et si l'État brésilien continue à l'orienter, que risque-t-il d'arriver On risque de l'oublier, comme ça arrive avec beaucoup de personnes. Maintenant, vous avez les clés vous avez les informations, si vous voulez y aller. L'adresse, consulat, c'est consulat brésilien, il faut... La loi française, n'importe qui peut mettre les biens d'une autre personne dans un local comme ça. C'est pas n'importe qui, c'est les propriétaires, en fait. Ouais. Je crois que... Je suis pas sûre que ma mère ait l'information du nom de la personne. C'est sûr que l'avocat, parce qu'il y a donc ma mère a créé une association pour essayer d'avoir une entité qui puisse parler au nom de Maria. Je pense que l'avocat, oui, a connaissance du nom de cette personne. C'est questionné en tant que loi française, je ne sais pas, en 2039, c'est pas comment ça se passe. Je suis... Je pense que légalement, à mon avis, il n'y a pas de lois qui sont enfreintes, mais il n'y a pas de volonté. Ça pourrait être autrement et ça ne l'est pas. Ouais. Mais peut-être à travers votre livre, l'association de votre mère pourra grandir et pourra peut-être se donner garant. C'est une imagination qui roule. Est-ce qu'on trouve encore des disques de... Oui. Alors, il y a une partie... Il y a des disques qui... La plupart des disques sont trouvés, pas directement en vente, mais circulent, donc on peut les racheter. Et il y a une partie aussi maintenant des chansons qui sont sur des plateformes, mais pas toutes. Et puis il y a aussi toute la partie classique où il y a eu des enregistrements, mais par contre on n'a pas accès à tous les enregistrements. Et il y a des enregistrements aussi qui sont, par exemple, ma mère a fait des recherches à l'Opéra de Paris. Il y a toute une partie qui est en accès restreint, mais qui est consultable. Est-ce qu'on connaît l'origine de sa vocation? Comment elle s'est mise à chanter? Je crois qu'il y a
Non, mais elle raconte des anecdotes comme beaucoup de chanteurs racontent que sa sœur lui a dit qu'elle criait beaucoup et que sa sœur lui a dit tu devrais au lieu de crier chanter. Mais alors bon, ça c'est les anecdotes qu'on raconte et qu'on reproduit. La raison, je saurais pas dire non. Sur les dernières années de sa vie, est-ce que vous avez eu le témoignage de sa gouvernante? Amy, en fait, c'est une indienne qui était en France, et à la fois Amy et Marianne ne parlaient pas bien anglais, donc elles avaient une communication assez restreinte. Donc on sait juste qu'elle avait énormément d'affection, enfin qu'elles avaient énormément d'affection l'une pour l'autre, mais Amy nous a dit oui, il y avait des tableaux, il y avait des disques, il y avait des autels aussi dans la maison. Elle priait beaucoup, mais elle était très distante de sa vie intérieure. Ce qui me questionne aussi, c'est que vous ayez empoigné cette histoire, vous avez mentionné votre mère, et si votre mère n'avait pas empoigné cette histoire, est-ce que vous l'auriez fait? Ah non. non, c'est sûr que la personne qui déclenche l'histoire, c'est ma mère, bien sûr. C'est une série. Les raisons qui m'amènent à faire ce livre sont. C'est vraiment une série d'hasards, de heureux hasards, on pourrait dire, mais. Dans le sens où comment êtes-vous impliqué, à part le fait que vous ayez fait une bande dessinée, un film probablement, mais sur le plan émotionnel ou intérieur, est-ce que ça vous a beaucoup remué de faire ça? Ça m'a pas remué. Enfin, bien sûr, ça m'a énormément touchée. Ça m'a pas excessivement remué, mais en tout cas, ça m'a permis de faire une chose qu'on fait assez rarement, qui est de travailler avec un de ses parents, et qui est une expérience assez intéressante. Aussi de découvrir une personne de sa famille autrement que par le prisme du rôle qu'il a au sein d'une famille. Aussi de faire connaissance avec, de rencontrer une femme que je ne connaissais pas. C'est la Palestine de votre maman, quelque chose. C'est ça aussi, ouais. Donc en ce sens, c'était très, très enrichissant. De la part de l'Opéra de Paris, par exemple, il n'y a rien à espérer non plus Il y a beaucoup de choses à espérer. Après, ma mère est vraiment quelqu'un qui secoue les gens très fort, donc je pense que si les pommes ne sont pas tombées maintenant, il faut que quelqu'un d'autre secoue ailleurs. Là, on a secoué partout où on pouvait secouer. C'est quand même étonnant si elle a eu quand même une renommée certaine, et puis qu'après elle tombe comme ça dans l'oubli. Oui, c'est étonnant. C'est étonnant. Il y a plusieurs éléments. Je pense que l'élément principal, c'est que c'est étonnant. Un autre élément, c'est qu'elle est vraiment actrice de sa disparition. C'est-à-dire que dans la fin de sa vie, ses proches lui envoyaient des courriers. Il les recevait en retour. C'est-à-dire qu'elle ne les décachetait pas, elle les laissait fermer, et elle-même calligraphiait, c'est-à-dire qu'on pouvait reconnaître son écriture, elle-même calligraphiait l'adresse de l'expéditeur. Ça, c'est un exemple assez fort, mais c'est vraiment la démarche qu'elle a eue sur les dernières années de sa vie. Et il y a un autre élément qui est que c'est pas la personne, c'est pas la. Je pense que ce qui est, enfin, au fil de ce travail, moi, ce que je me suis rendu compte que l'exception, c'était plus la mémoire que l'oubli. La norme, c'est l'oubli. Et
il se trouve qu'effectivement, il y a certaines personnes dont on garde le nom et dont on garde la mémoire du parcours et l'histoire, mais la grande majorité des personnes, même des personnes très célèbres, on les oublie.